Ces jingles un peu rassemblés pêle-mêle pour vous faire passer d'un monde à un autre, le monde du réel, de votre quotidien, vers celui toujours magique et toujours renouvelé du cinéma. Même quand on regarde les mêmes films, on y voit parfois des choses très différentes. Des centaines de longs métrages ces dernières années utilisent une musique préalable comme illustration sonore. Quelques éléments d'inventaire sur la façon dont ce recyclage d'œuvres anciennes, qu'on pourrait donc appeler classiques, entre guillemets, s'opère. Au début du cinéma muet, il faut rappeler que les illustrations musicales étaient facultatives, c'était selon les moyens, et c'était surtout pour atténuer les bruits de fond des appareils de projection. Alors, on a soit rien de prévu pour un film de particulier, soit un piano qui va improviser, avec un pianiste bien sûr, qui regardait les images en direct ou qui les regardait plus. En tout cas, il jouait et puis ça meublait un petit peu. On ne peut pas dire que c'était très organisé, que c'était même pas écrit du tout. Parfois on a un harmonium, parfois on a un orgue électrifié. C'est assez rudimentaire et avec beaucoup de jeux et beaucoup de timbres, petit à petit, les orgues de cinéma, jusque dans les années 30, vont se développer de façon tout à fait étonnante. Mais pour autant, ce qu'on y joue est un peu improvisé, laissé, je dirais, à la louche de la personne qui joue, selon ses humeurs ou sa fatigue. On peut aussi avoir dans certains cinémas de grande envergure, notamment à Paris, des petits ensembles instrumentaux. Il y en a eu un à Nancy au cinéma qui était le Rio, que certains ont peut-être connu, qui jusqu'à la guerre avait un petit orchestre pour accompagner les films muets, mais pour certaines séances seulement. Alors c'était un ensemble instrumental à géométrie variable, selon les moyens encore une fois. Et on était donc bien, à partir de là, obligé de jouer une musique écrite. On ne peut pas improviser au-delà de 2 peut-être, mais 3, 4, 5 musiciens ne peuvent pas comme ça improviser. Alors, il fallait donc, à partir de ce moment-là, une musique préexistante. Alors là encore, il y a plusieurs cas de figure. Soit la musique, elle est non synchronisée avec l'image, elle est un peu passe-partout, il faut remplir simplement le temps d'une séance. Ou alors, on commence à trier par caractère ou par style les morceaux dans des petites boîtes qui étaient écrites. J'en ai vu quelques-unes à la bibliothèque du conservatoire qui a hérité des partitions du Rio. C'était catégorie combat, nature, amour, bruit des villes, western, des pays particuliers, l'Espagne, l'Italie, dont on pouvait donner une petite couleur locale. Poursuite, enfin voilà, c'est pas très génial, c'était surtout un petit peu cliché, mais finalement la musique de film, même composée spécialement pour cela, est un peu cliché quand même, et les images avec. Alors on avait la musique orientale, la musique chinoise, la musique arabe, c'était un peu curieux et quelquefois on faisait ce qu'il y avait. J'ai connu des musiciens qui ont joué encore au Rio jusqu'aux années 40 et qui m'ont expliqué que des fois, bon, c'était aussi pour s'amuser. On se disait, tiens, allez, un paysage arabe, on va mettre une musique chinoise et où on va mettre une musique espagnole. C'était un petit peu comme ça et les spectateurs, je ne suis pas sûr qu'ils allaient réclamer quelque chose à la fin. Alors il y a des stocks de partitions par catégorie et on prévoyait à peu près la durée du film. Les éditeurs de films ont aussi essayé quelque chose qui leur a coûté beaucoup d'investissement mais qui n'ont pas été trop suivis d'effet. Ils pouvaient fournir des playlists, parfois même des arrangements faits à l'avance pour pouvoir accompagner correctement les films. Alors les réalisateurs n'avaient pas grand-chose à dire à ce niveau-là. Ça c'est aussi quelque chose de très important. Le cinéma parlant va intégrer le réalisateur, le producteur aussi, mais le réalisateur aussi dans la dimension artistique de ce qu'est une musique de film. Il faut donc attendre les années 30 quand le cinéma parlant va remplacer le cinéma muet pour que tout cela commence à s'organiser. Alors, ça pouvait coller quand il y avait des morceaux qui avaient bien été prévus et édités les uns derrière les autres pour pouvoir suivre le film avec des minutages relativement précis. Mais il y a eu toujours eu un gros problème avec le cinéma de cette époque, c'est que les pellicules cassaient souvent et quand ça cassait, il fallait réparer, il fallait recoller et la musique qu'on jouait, il fallait l'arrêter, il fallait essayer de retrouver à peu près où on en était, c'était quand même très compliqué. Et puis c'était souvent de la musique qui était un peu pléonastique, on va dire les choses comme ça. Et un peu le papier peint dont disait le plus grand mal Stravinsky, qui n'a jamais voulu composer une seule note de musique pour le cinéma. Il a dit si on voit une bataille, c'est pas la peine de jouer une musique de bataille. Alors, il n'avait pas forcément tort, mais enfin, la suite lui a donné tort quand même quelque part, en pensant qu'il est mort en 1971, qu'il a dû bien voir ce que la musique de film a pu avoir comme évolution. Mais enfin, il a tenu bon jusqu'à la fin. Alors,
juste avant le cinéma parlant, il y a eu aussi des tentatives de synchroniser donc des disques qui étaient présentés, enregistrés spécialement, et il y avait le même problème que quand il y avait une panne, quand il y avait quelque chose qui décalait, ça n'avait plus grand sens. Parce qu'une scène d'amour pouvait suivre une scène de bataille, une poursuite pouvait être suivie d'autre chose, et si les disques décalaient, on avait la bonne volonté était totalement mise à plat par le fait qu'un simple décalage, vous mettez une musique d'amour sur une bataille, après on peut s'aimer pendant une bataille, mais enfin voilà. Et les disques qui devaient être fournis, c'était des 78 tours, même de grand format. Ça faisait jamais que 5 ou 6 minutes en tout. Il fallait que quelqu'un change les disques toutes les 5-6 minutes. Il ne fallait pas qu'ils se trompent dans l'ordre. Enfin bref, il y avait toute une horreur musicale dans tout cela. Alors, voilà. Néanmoins, on peut dire encore, quelques réalisateurs ont demandé des musiques originales du temps du muet. Et j'ai déjà dit à ce micro que la première connue, réellement composée pour un film, a été faite par Camille Saint-Saëns, qui était déjà septuagénaire à ce moment-là, mais qui a joué le jeu d'écrire une musique originale pour l'assassinat du duc de Guise de Calmette en 1908. Le problème était quand même de savoir qu'est-ce qu'on y faisait dans cette musique qu'il fallait écrire en continu, parce qu'un film, ce film-là, je crois, il dure 40-45 minutes, donc c'était quand même une musique ininterrompue. Et finalement, on la connaît, cette musique, et on s'aperçoit qu'elle est totalement neutre et passe-partout. Elle ne cherche même pas à faire une couleur locale. Or, ça se passe pendant le temps d'Henri III, d'Henri IV en France, et la musique, c'est une musique de Saint-Saëns qu'il aurait écrite pour tout à fait autre chose. Donc, jusqu'à la fin du muet, donc vers 1930, il y a quand même eu quelques remarquables compositions spécialement faites pour le cinéma, avec des compositeurs venus du monde classique. En France, Erik Satie a essayé, Honegger, Milhaud, Pierney, le Lorrain. En Russie, on a eu en URSS Prokofiev qui s'est essayé déjà au temps du muet. En Allemagne, Hindemith, donc des grands noms de la musique dite contemporaine, de la musique classique, qui composaient spécialement des musiques. Mais enfin, il y en a eu relativement peu et c'était un petit peu compliqué tout cela à mettre en ordre dans la mesure où c'était souvent désynchronisé. Alors c'est vrai que l'invention du cinéma parlant a coïncidé avec la façon de mettre sur la même pellicule donc une bande musicale qui était désormais indissociable, qui ne pouvait plus se décaler avec évidemment le son des dialogues. Ça a été une révolution, mais qui s'est institutionnalisée progressivement à partir de 1927, on le sait avec le chanteur de jazz, mais qui a été systématisée jusque disons 40, à Nancy, il y a eu donc un cinéma qui passait encore des films muets jusqu'à l'occupation allemande, mais après 40, on peut dire 45, c'est terminé pour le film muet à l'ancienne, mais enfin il y en avait des stocks, il fallait bien aussi les faire tourner. Alors beaucoup de films ont de la musique aussi à partir de là, qui sont simplement des reprises de leur sujet. Des opéras filmés, des opérettes, des comédies musicales, des chanteurs qui racontent leur vie, des biographies de compositeurs. À partir de là, il y a donc une musique un peu préalable, obligée, mais qui coïncide évidemment avec le sujet. Mais il y aura donc une vraie foison désormais d'œuvres originales, des compositeurs brillants venus du classique ou d'ailleurs, venus du monde de la chanson, du jazz, de la chanson de variété donc, ou des musiques du monde, et qui vont se faire une spécialité de la musique du film, ou pas, éphémère, ou qui ont fait des centaines de compositions. Et c'est ainsi que beaucoup de compositeurs, donc des siècles du passé, ont parfois aussi été utilisés comme banque de musique. On va retrouver Mozart, qui n'a jamais connu le cinéma, Beethoven, ou des noms un peu moins connus aujourd'hui, qui vont donc être utilisés. Et c'est ainsi que la musique de film, en quelque sorte, a pu se développer. On regrettera souvent, quand on utilise des œuvres classiques, la pauvreté actuelle d'inspiration, en nous remettant, pour un phénomène un peu tubesque, j'allais dire, les mêmes valses de Shostakovich ou la même 7e symphonie de Beethoven, dont on ne compte plus les adaptations. Je ne parle même pas des 4 saisons de Vivaldi. En fait, c'est le phénomène du tube, le phénomène de la mode, que l'on trouve aussi dans les concerts classiques, qui malheureusement sont un petit peu frileux. Alors, c'est comme ça, parce que tout cela est un art commercial, et il faut bien que tout cela vive aussi financièrement. Alors, sans plus tarder, un premier exemple, je reprends un compositeur, alors cette fois-ci de la fin de la Renaissance, du début du baroque, Gregorio Allegri, avec son célèbre Miserere. C'est le psaume 50, un psaume des morts en quelque sorte, écrit en 1638.
Et Hugh Hudson, en 1981, dans son film Les chariots de feu, un film qui met en vedette des sportifs en 1924 dans le contexte des Jeux Olympiques de cette année-là, avec des destins contrastés, va à un moment donné de ce film utiliser cette sublime musique du XVIIe siècle. Cinéphonie avec Jean-Marc Illy sur RCF. Alors, face à la musique électronique de Vangelis Papathanassiou, c'est vrai que c'est très surprenant. On aurait pu évidemment écrire une musique dans ce style-là à l'époque du film, mais on va commencer à cette époque-là, les années 70-80, à vraiment systématiser des emprunts qui n'ont rien à voir sur le plan musicologique, encore une fois, ni même peut-être du contenu, si ce n'est que c'est un psaume effectivement un peu sur la mort, un peu triste, miserere, donc qui est utilisé et qui a sûrement une symbolique derrière. Mais je pense que le public ne retient de cette musique que simplement son esthétique. Je précise que dans cette émission, je ne passerai que des musiques classiques, je dirais, dans leur originalité d'interprétation, parce que on pourrait évidemment aussi utiliser des musiques classiques en les détournant, les réorchestrant, en les rendant un peu rock'n'roll. Ça, c'est encore un autre type de travail. Alors, j'ai pris comme exemple suivant un James Bond parmi d'autres, L'espion qui m'aimait. Donc ce James Bond de 1977, on y trouve encore Roger Moore et Barbara Bach, où Roger Moore est allié donc d'une espionne soviétique pour les besoins de la cause. Et là, eh bien, on va retrouver, alors je ne compte pas les fois où on pourrait le retrouver dans d'autres films, l'aria de la suite pour orchestre numéro 3 de Jean-Sébastien Bach, écrit sans doute vers 1730, BWV 1068, ce fameux aria, alors qu'on joue aussi à tous les mariages ou presque, quand on ne joue pas à la marche nuptiale de Mendelssohn, eh bien on trouve dans L'espion qui m'aimait cette sublime partition de Jean-Sébastien Bach. Voilà, face à la musique moderne de Marvin Hamlisch, qu'on trouve beaucoup dans le cinéma de cette époque-là. Un exemple, c'est toujours un peu tubesque, ce que j'ai choisi aujourd'hui, c'est-à-dire dans le monde classique déjà. C'est un extrait de l'opéra de Verdi, La Traviata, avec l'air Damni tu forza. Cet extrait d'opéra qui est inspiré de La Dame aux camélias d'Alexandre Dumas fils. Alors,
C'est pour le film Pretty Woman que l'on trouve cet emprunt. Alors c'est assez étonnant quand même parce que le sujet de la Traviata, c'est un peu le sujet de Pretty Woman. C'est-à-dire que Julia Roberts avec Richard Gere, cet homme d'affaires qui tombe amoureux d'une prostituée, et la Dame aux Camélias, on va dire, c'est une mondaine. Et c'est un des rares sujets de Verdi qui soit réellement de l'époque où il a composé cet opéra, donc en 1853. Alors dans Pretty Woman, au milieu de plein d'autres choses et de chansons bien connues, eh bien on trouve aussi du Verdi composé en 1853. Silenzio, va l'istante. Voilà donc un extrait de la Traviata de Giuseppe Verdi, mort en 1901, et dans Pretty Woman de Gary Marshall, film sorti en 1990, donc vous voyez le décalage temporel. Les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos ont été mises en cinéma, j'allais dire de multiples façons. On se souvient peut-être du film de Roger Vadim en 1960 qui, dans ce sujet qui se passe au 19e siècle, a choisi une tonalité totalement jazz dans l'accompagnement de ce film avec Gérard Philippe et Jeanne Moreau. En 1988, il y a eu, c'est un remake, non, c'est une nouvelle adaptation des Liaisons dangereuses par Stefan Frears, et on trouve avec Vivaldi, Gluck, Bach et quelques autres compositeurs ce Largo de l'opéra Xerxes de Handel. Donc vous voyez le curieux destin d'une musique, 1738 en Angleterre, Xerxes, qui était chanté en italien malgré tout. Et l'histoire, c'est cet air qu'on trouve assez souvent sous le nom de l'Argot. L'empereur perse Xerxès, qui, perdu dans le désert, a une insolation, perd la tête et voit un arbre et tombe amoureux de cet arbre. Ombra mai fu, tu me fais de l'ombre, et il tombe complètement amoureux de l'arbre et devient complètement fou à cause d'une insolation. Et on est dans Choderlos de Laclos. Par ailleurs, voilà, une tonalité évidemment très classique avec Glenn Close, Johnny Malkovich et Michel Pfeiffer. Dans un autre film un peu plus tard, Le Parrain, troisième partie, eh bien, de Coppola, on va trouver Pietro Mascagni, un compositeur d'opéra italien avec La Chevauchée rustique de 1890. Voilà, alors il faut savoir que cette musique a été moult fois servie pour d'autres choses. C'est un intermède symphonique de l'opéra qui se passe en Sicile. Le film, par exemple, Raging Bull de Martin Scorsese, qui raconte l'histoire d'un boxeur avec Robert De Niro, utilise la même musique pour d'autres causes. Si on prend Jurassic Park 2, Le Monde Perdu de Steven Spielberg, alors on trouve bien sûr la musique de John Williams, mais on trouve aussi la sonate pathétique de Beethoven, composée dans les années 1800.
on se souvient peut-être aussi que Michel Thor a chanté ça, Midnight Blue, hein, donc c'est pour dire que les récupérations du classique, c'est pas que le cinéma. Dans un autre ordre des choses, Terrence Malick en 1998 avec Sean Penn et George Clooney, la bataille de Guadalcanal en 1942, c'est la ligne rouge. Ce film utilise le final du Requiem de Fauré. Gabriel Fauré, mort en 1924, Requiem écrit autour de 1900 dans sa version symphonique avec chœur. In Paradisum, symbolique sans doute, c'est la fin du Requiem quand on se retrouve au paradis. Quelqu'un a dit un jour avec le Requiem de Fauré, ça donne envie de mourir pour l'entendre à ses obsèques. Ça a peut-être quand même un petit peu à voir avec ce sujet de guerre, en quelque sorte. En 1992, un film de Claude Sautet a été célèbre, c'est Un cœur en hiver, avec André Dussolier, Daniel Auteuil, Emmanuel Béard et quelques autres, des amours complexes. Et là, il se trouve qu'il y a un petit rapport quand même, puisque Emmanuel Béard est violoniste dans l'histoire. Alors, à un moment donné, on entend, mais c'est quand même un peu détourné, disons, d'un simple concert dans le film. Elle va interpréter d'une certaine façon, et on va entendre la sonate pour violon et piano de Maurice Ravel, qu'il a écrite en 1927, qui a la particularité de s'appeler, pour ce mouvement, blues. Et c'est une petite teinte de jazz de Maurice Ravel en 1927 qui se retrouve vivifiée dans ce film de 1992. Alors Ravel, qui n'a pas écrit que le boléro, qu'on trouve d'ailleurs dans certains films, notamment avec Lelouch, on sait les uns et les autres, avait travaillé pour le cinéma une fois en 1933 avec Pabst pour Don Quichotte, et sa musique a été rejetée pour X raisons, mais il est mort malheureusement après en 1937, mais je crois que ça l'intéressait. Alors, nous écoutons aussi La femme du lieutenant français, ce film connu, je pense, beaucoup des mélomanes. Et là, c'est Mozart qui répond à l'appel, si je puis dire, avec sa 18e sonate pour piano, écrite en 1789.
Voilà, je reprécise le titre parce que c'est une traduction de l'anglais, c'est La maîtresse du lieutenant français, donc de 1981. La musique est de Carl Davis, mais il y a du Mozart. Et pour terminer, eh bien, on va prendre une curieuse utilisation faite par Luc Besson dans Le Cinquième élément, ce film de science-fiction très étonnant, avec Mila Jovovich, Bruce Willis et quelques autres. Et là, on entend un air d'opéra de Donizetti, compositeur italien mort en 1848, opéra bien connu encore aujourd'hui, Lucie de Lammermoor, 1835. C'est l'air dit de folie dans l'acte 3, scène 2. En voici la version telle qu'elle a été utilisée dans le film Le Cinquième élément, dont la musique est de Eric Serra. Et donc voici une adaptation, encore une fois, assez étonnante du monde classique dans la science-fiction. Alors à bientôt pour de nouvelles aventures. Pied